Bonjour les amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous très bien. Et moi, comme toujours, je suis absolument ravie de vous retrouver ici pour de nouvelles histoires. Et cette histoire, aujourd'hui, va nous parler de mensonges d'État, de scandales, d'une nation et d'une république déchirées, de révolutions, de crimes et de sang. Il y a des affaires qui dépassent un homme, des histoires où la justice se perd, où la vérité chancelle, et une nation tout entière se regarde dans le miroir de ses contradictions. L'affaire Dreyfus est de celle-là. Un nom, un scandale, une blessure profonde dans le cœur de la République française. Aujourd'hui, je vous emmène donc à la fin du XIXe siècle, dans une France déchirée, entre honneur militaire et soif de justice. Nous sommes en 1894 et la France se relève à peine de la défaite contre la Prusse en 1870. L'Empire allemand a été proclamé à Versailles et la France a dû céder l'Alsace et la Lorraine. Dans le pays, l'humiliation est vive. L'armée, ébranlée, cherche à redonner son prestige. Le moindre soupçon de trahison est vécu comme une menace. Dans ce climat de peur et de nationalisme, un autre poison s'installe, celui de l'antisémitisme, de la haine du juif. Certains journaux, les milieux politiques, désignent déjà les juifs comme responsables de tous les maux du pays. Si dans ce contexte tendu, qu'un simple morceau de papier, un bordereau anonyme, va faire trembler toute la République. Un jour de 1894, au bureau du renseignement militaire, un agent découvre un document anonyme. Ce bordereau contient des informations confidentielles transmises à l'armée allemande. Un traître se cache dans les rangs de l'armée française. Rapidement, le soupçon se porte sur un homme, le capitaine Alfred Dreyfus. Officier d'artillerie, brillant, alsacien, mais surtout juif. Sans réelle preuve, on compare son écriture à celle du bordereau. Les experts sont divisés, mais la hiérarchie a tranché. Pour elle, la culpabilité de Dreyfus est une évidence. Le 15 octobre 1894, Dreyfus est arrêté. En décembre, un procès secret commence et il est condamné pour haute trahison. Il est publiquement dégradé dans la cour de l'école militaire. Son épée brisée, ses galons arrachés, sous les cris de la foule, à mort le traître, à mort le juif. Peu après, il est déporté au bagne de l'île du Diable, en Guyane, un lieu d'isolement absolu, d'où il n'y a aucun moyen de se défendre ni de sortir. Mais à Paris, un homme commence à douter. Le lieutenant-colonel Georges Picquart, nommé à la tête du service de renseignement, découvre un document écrit par un autre officier, le commandant Esterhazy. L'écriture du bordereau correspond bien mieux à la sienne qu'à celle de Dreyfus. Picquart alerte ses supérieurs, mais l'armée refuse d'entendre. Admettre l'erreur, ce serait admettre une faute grave et risquer de déshonorer l'institution. Alors on fait taire Picquart, on lui enlève son poste, on le fait taire de toutes les manières. Mais la vérité, elle, commence à circuler. Dans les salons, dans la presse, dans l'opinion publique, la question grandit. Et si Dreyfus était innocent? Et le 13 janvier 1898, un cri éclate dans la presse.
Dans le journal L'Aurore, l'écrivain Émile Zola publie une lettre ouverte au président de la République, sous le titre « J'accuse ». Zola accuse les généraux, les juges et les ministres d'avoir condamné un innocent. Il dénonce l'erreur judiciaire, le mensonge et le racisme qui gangrènent la République. C'est un choc. Jamais un écrivain n'avait ainsi défié l'État. Alors la France se divise aussitôt en deux camps. Les Dreyfusards, partisans de la justice et de la liberté, et les anti-Dreyfusards, défenseurs de l'armée et de l'honneur national. Des familles se déchirent, des amitiés se brisent. La presse devient une arme, la rue un champ de bataille idéologique. Zola sera condamné à 1 an de prison, mais son cri, lui, ne s'éteindra plus. L'affaire Dreyfus devient un symbole. Mais ce n'est pas seulement l'histoire de ce capitaine injustement condamné, mais de tout ce qui a tourné autour. Des silhouettes qui marchaient dans la nuit, des chambres verrouillées, des politiciens pris au piège de leurs propres secrets. Car lorsque la vérité tente de se frayer un chemin, les ombres, elles, se rapprochent. Le 16 février 1899, à l'Élysée, le temps est froid, l'air est sec. Le président Félix Faure reçoit, comme souvent, une visite discrète. Marguerite Stenel, la femme que la presse surnommera plus tard la veuve noire. Ce qui se passe ensuite ne sortira jamais réellement des murs du palais. On parle d'un cri, d'un secrétaire affolé, d'une course dans un couloir et d'un médecin qui murmure « Il a eu une congestion ». Une congestion cérébrale, oui. Mais dans les salons de Paris, on ricane. Il voulait devenir César et il est mort pompé. Faure n'était pas qu'un président. Il était aussi l'un des plus farouches opposants à la révision du procès Dreyfus. Son décès soudain, dans les bras de sa maîtresse, jette un parfum de scandale sur la République et ouvre la voie, malgré lui, à un bouleversement politique qui permet la reprise du dossier Dreyfus. Marguerite, elle, quittera l'Élysée en silence, escortée, le visage pâle. Personne ne sait vraiment quel rôle elle a tenu cette nuit-là, mais elle reviendra dans l'histoire quelques années plus tard, au cœur d'un autre scandale et drame encore beaucoup plus sombre. Dans les rues, une autre France s'agite. Une France bruyante, violente, galvanisée, celle des frères Guérin. Jules et son frère, figure tonitruante du nationalisme anti-Dreyfusard, haranguent les foules comme des prophètes de malheur. Leurs discours enragés enflent dans les couloirs de Paris. L'armée est sacrée, Dreyfus est un traître. Les Guérins ne sont pas seulement des militants, ils deviennent des symboles, des chefs de meute. Leur ligue nationaliste transforme certains quartiers de Paris en véritables foyers de tension où l'insulte et la menace remplacent le débat. Ils incarnent cette part de la population qui préfère le mensonge confortable à la vérité dérangeante. Ceux qui sont prêts à brûler la République pour sauver un honneur fabriqué. La ville est une marmite et la pression, chaque jour, monte un peu plus. Et puis il y a Zola. Zola, l'homme de J'accuse. Zola qui a bravé la justice militaire, les généraux, la presse haineuse. Au nom d'une évidence, Dreyfus est innocent. Le 29 septembre 1902, il s'endort dans sa maison à Paris. Le matin, il ne respire plus.
asphyxié par un poil, un accident, dit-on. Mais ce que l'histoire raconte n'est parfois qu'un vernis, car déjà, les rumeurs circulent. Un ramoneur aurait affirmé, des années plus tard, que la cheminée avait été volontairement obstruée. Un geste simple, silencieux, suffisant pour retenir la fumée dans la chambre. Un geste que pourraient commettre ceux qui, du fond de la nuit parisienne, n'avaient jamais pardonné, j'accuse. Aucun aveu, aucune preuve, juste le brouillard d'un petit matin froid et la mort d'un homme qui avait osé dire non. Mais dans l'ombre du cabinet présidentiel, un autre homme a façonné l'affaire. Alphonse Bertillon. On le présente comme un expert en écriture, l'inventeur de l'anthropométrie, une célébrité dans les milieux policiers. Mais, à l'affaire Dreyfus, Bertillon ne cherche pas la vérité, il cherche une démonstration. Son obsession? Prouver, coûte que coûte, que le bordereau, ce document accusant Dreyfus, ne peut avoir qu'un seul auteur, le capitaine lui-même. Alors, il invente une histoire, il fabrique une théorie fumeuse, la schizographie. Selon lui, Dreyfus aurait contrefait sa propre écriture pour se disculper. Un raisonnement tellement absurde qu'il en devient presque poétique. Mais qui, à l'époque, pèse lourd dans un tribunal militaire qui veut condamner à tout prix Dreyfus. Mais Bertillon n'est pas un menteur. C'est pire. C'est un croyant. Et rien n'est plus dangereux qu'un expert qui croit. Sa pseudo-science servira d'arme contre Dreyfus avant d'être balayé par la lumière trop tard pour éviter le drame. Et au milieu de ce chaos, il y a un homme que la foule ne détourne pas de sa mission. Louis Lépine, préfet de police de Paris. Froid, méthodique, implacable. Lépine n'est pas un idéologue. C'est un organisateur, un tacticien. L'homme qui doit maintenir Paris debout alors que la ville se déchire. Et sous la pression de l'opinion publique, un nouveau procès est organisé en 1899 à Rennes. Mais incroyable, Dreyfus est à nouveau condamné, cette fois à 10 ans de prison malgré l'évidence de son innocence. Épuisé, il accepte la grâce du président de la République, mais son nom reste entaché. Il faudra attendre 1906 pour que la Cour de cassation annule définitivement la condamnation. Dreyfus est réhabilité, réintégré dans l'armée et promu commandant. La justice va finir par triompher, mais à quel prix? 12 années de souffrance, d'humiliation et d'injustice. L'affaire Dreyfus n'est pas seulement l'histoire d'un innocent condamné, c'est l'histoire d'un pays fracturé, d'un président mort dans les bras de sa maîtresse, de foules enragées poussées par les frères Guérin, d'un écrivain qui meurt mystérieusement dans la fumée d'une chambre close. C'est l'histoire d'une république au bord du gouffre, où chaque vérité coûte un prix et chaque mensonge une vie. Après sa réhabilitation, Alfred Dreyfus a été réintégré dans l'armée française avec le grade de commandant. En 1919, après la Première Guerre mondiale, il a été fait officier de la Légion d'honneur, symbole officiel de la reconnaissance de sa loyauté et de son courage. Aujourd'hui, Dreyfus est considéré comme un symbole de justice et de résistance face à l'injustice. Des rues, des écoles, des places portent son nom à travers la France. Des mémoriaux et expositions racontent son combat et l'importance de l'affaire dans l'histoire de la République.
Son histoire est enseignée comme un exemple de lutte contre les préjugés et pour la vérité. Ainsi, du bagne à l'honneur national, Alfred Dreyfus reste un modèle de courage et de persévérance. L'affaire Dreyfus nous rappelle que la vérité finit toujours par émerger, même dans les moments les plus sombres. Elle montre que le courage individuel peut faire vaciller les institutions et que la justice, même tardive, peut triompher. Parfois, il suffit d'un homme injustement accusé pour réveiller la conscience d'une nation. Voilà les amis, j'espère que l'histoire de ce pauvre capitaine Dreyfus vous a plu, même si je pense, pour certains, même la plupart, vous la connaissiez déjà. J'ai juste rajouté quelques personnages qui me paraissaient quand même importants. Et c'est toujours pareil, c'est des personnages qui restent dans l'ombre de l'histoire, je dirais. Lesquels ont la maîtresse, par exemple, Lépine, le préfet, et puis Bertillon, qui sont dans l'ombre des livres d'histoire, mais qui ont quand même joué un rôle important dans cette grande saga du pauvre Alfred Dreyfus. Je crois aussi qu'en 2025, en juin 2025, il me semble, l'Assemblée nationale a voté une loi pour reconnaître les honneurs à Dreyfus. Mais comme mon texte le dit, le mal est fait, et c'est bien tardivement que... Voilà, mais bon. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ce petit podcast vous a plu. Je vous remercie d'être là, de m'écouter, de m'encourager. Et puis c'est toujours un réel plaisir de partager avec vous. D'autres podcasts bientôt suivront, ils sont déjà prêts. Je vous donnerai quelques indices de temps en temps. Voilà, je vous souhaite donc de bien prendre soin de vous, de votre famille, de tout ce que vous aimez. Je vous embrasse et je vous dis à très vite les amis.